Je me souviens du jour de ma fête prénatale comme si c'était gravé dans mon âme, bien que je ne sois même pas encore venue au monde. C'était un après-midi vif d'octobre dans une petite ville paisible de Normandie, où les érables devant notre demeure d'époque victorienne commençaient à s'embraser de teintes dorées. Maman avait passé des semaines à préparer cette réunion, envoyant des invitations aux 4 coins de notre famille élargie, de la cousine Brigitte à Paris jusqu'à l'oncle Michel qui se retirait presque exclusivement dans sa ferme en Normandie. Le salon de notre vieille maison, situé dans la rue de l'Érable, était décoré de guirlandes roses et bleues, car mes parents avaient décidé de garder le mystère sur mon sexe. La pendule ancienne dans le coin, un précieux héritage familial transmis de génération en génération, battait son tempo régulier tandis que les invités entraient par la porte d'entrée, apportant avec eux le froid automnal et leur anse urtu. Tante Sophie arriva la première, son collier de perles étincelant sous la lumière tandis qu'elle disposait ses biscuits faits maison sur la table du buffet. Elle ne cessait de jeter un coup d'œil à l'endroit vide où, jadis, les photos d'Emma, ma sœur, quoique techniquement, elle ne l'était pas encore, ornaient le mur, remplacé désormais par de simples paysages. Je pouvais presque sentir sa désapprobation irradier jusque dans le ventre de maman, où je flottais dans mon petit univers, conscient d'une manière inexplicable de chaque nuance de tension dans la pièce. La famille Mathieu arriva ensuite, tous les 5 se faufilant par la porte tel un défilé de pulls assortis et de sourires forcés. Le petit Tommy Mathieu, mon futur second cousin, était le seul visiblement enchanté d'être là, gambadant avec un ballon attaché à son poignet. Sa mère, Jeanne, le retenait sans cesse en murmurant des avertissements sévères à propos de la fragilité de certains objets précieux. Je remarquai qu'elle évitait de regarder le recoin où Mamie Ruth, installée en fauteuil roulant, paraissait feindre l'indifférence face à l'arrivée de la famille. Rapidement, la pièce se remplit, l'air se chargeant de l'odeur de cidre aux pommes à la cannelle et de biscuits industriels que personne ne semblait vouloir manger. Les conversations se formaient en petits groupes, chacun se repliant dans ses alliances habituelles. Du côté de la famille Durand, on s'installait près de la grande baille vitrée, tandis que les Peterson se blottissaient autour de la cheminée, se lançant de temps à autre des regards capables de figer l'eau en un instant. J'entendais papa dans la cuisine, faisant trembler nerveusement des glaçons dans des verres alors qu'il préparait d'autres boissons. Il n'avait jamais vraiment aimé ces réunions familiales, surtout depuis l'incident du dîner de la Toussaint de l'année précédente, lorsque l'oncle Robert avait abusé du whisky et s'était mis à parler de l'ancienne querelle sur le partage du patrimoine familial. La tension de ce jour-là planait encore dans l'air tel un parfum fané. À travers le liquide amniotique, je distinguais Marthe, la meilleure amie de maman depuis le lycée, s'efforçant une fois de plus de jouer les pacificatrices. Elle virevoltait entre les groupes, portant son plateau de mimosa, tentant d'animer des discussions qui s'éteignaient presque aussitôt qu'elles commençaient. « N'est-ce pas merveilleux de tous se retrouver ?» répétait-elle, ses paroles accueillies par des murmures et des sourires crispés. Je sentais le cœur de maman s'accélérer chaque fois que Marthe s'approchait de notre côté de la pièce. Le pire était de voir Caroline, ma grande sœur, quoique techniquement, elle ne le fût pas encore, assise dans un coin, les yeux rivés sur son téléphone et levant de temps en temps les yeux au ciel face à ce qui se tramait autour d'elle. À 16 ans, elle avait perfectionné l'art de montrer combien sa présence lui était indésirable. L'anxiété de maman montait en flèche chaque fois que Caroline se déplaçait sur sa chaise ou laissait échapper un profond soupir, ce qui arrivait toutes les 5 minutes environ. De ma perspective flottante, je percevais les couches d'histoire enfouies sous chaque interaction. Il y avait grand-tante Hélène, qui n'avait pas parlé directement à maman depuis la dispute au sujet du testament de grand-père il y a 3 ans, feignant de se concentrer sur le réglage de son appareil auditif. La nouvelle épouse d'oncle Pierre, Jessica, tentait sans cesse de se joindre aux conversations, pour se voir répondre par des monosyllabes et des regards détournés. Elle ignorait la tendance de la famille à écarter les nouveaux venus pendant au moins 5 ans, c'était comme une règle tacite. La table des cadeaux restait largement déserte, silencieuse preuve des véritables sentiments de la famille à l'égard de cette célébration. Quelques présents symboliques y étaient posés, une grenouillère jaune offerte par le groupe de l'église, une carte cadeau glissée dans une carte quelconque signée par les voisins, et une couverture tricotée main de Mamie Ruth, qui ressemblait étrangement à celle qu'elle avait offerte à chaque bébé de la famille. Je ressentais chaque fluctuation des émotions de maman alors qu'elle arpentait la pièce, tentant de préserver l'illusion d'une fête joyeuse. Ses mains se portaient sans cesse sur son ventre, sur moi, comme en quête de réconfort ou d'assurance. À chaque fois que quelqu'un évoquait la date prévue ou commentait la chambre de bébé, je sentais sa tension grimper comme la marée.
La lumière de l'après-midi s'amenuisait, projetant de longues ombres sur le parquet ciré. La pendule sonna 4 heures, et chaque coup résonnait comme le poids des mots emplissant la pièce. Je remarquai que les invités vérifiaient leur montre avec plus d'insistance, prétextant des rendez-vous matinaux ou de longs trajets de retour. Au milieu de tout cela, je demeurais suspendu dans mon océan privé, absorbant chaque nuance de cette réunion censée m'honorer. Même avant d'avoir pris mon premier souffle, je comprenais que j'étais destiné à naître au cœur d'un enchevêtrement de relations si complexes qu'il me faudrait des années pour le démêler. Chaque rire fin, chaque commentaire murmuré, chaque silence lourd d'implicite m'enseignait ce qu'était le monde dans lequel j'allais bientôt entrer. Alors que la fête touchait à sa fin, je sentis le mouvement familier de maman s'installer dans son fauteuil favori, sa main se posant avec tendresse sur elle. Les derniers rayons de soleil filtraient à travers les rideaux de dentelle, dessinant sur le sol des motifs rappelant des barreaux de prison. À cet instant précis, je savais que mon arrivée allait soit panser ces vieilles blessures, soit les aggraver. Irrémédiablement. Le poids de cette responsabilité pesait sur moi tel un mur de ma demeure éphémère, et je m'interrogeais si quelqu'un d'autre dans la pièce pouvait percevoir l'importance de ce qui s'apprêtait à se produire. La tension atteignit son paroxysme lorsque Marguerite, ma mère adoptive, fit son entrée. Elle n'avait même pas pris la peine d'enlever son manteau de créateur, signe évident qu'elle n'envisageait pas de rester longtemps. Le claquement de ses talons sur le parquet résonna comme un compte à rebours, et les conversations s'arrêtèrent net dès qu'elle s'approcha de l'endroit où maman était assise. Je pouvais sentir le cœur de maman battre la chamade, ses mains se déplaçant instinctivement pour me protéger. La température de la pièce semblait chuter de plusieurs degrés alors que Marguerite scrutait l'assemblée d'un regard capable de glacer l'Atlantique. Ses cheveux gris parfaitement coiffés et ses élégantes boucles d'oreilles en perles ne pouvaient dissimuler l'amertume qui marquait son visage bien au-delà de ses 55 ans. « Hélène », s'adressa-t-elle à maman d'une voix tranchante comme du verre, « je vois que tu as réussi à rassembler une sacrée assemblée. » Ses lèvres se courbèrent en ce qui aurait pu être un sourire pour quelqu'un d'autre, mais sur elle, cela ressemblait davantage à une blessure béante. Les membres de la famille les plus proches se mirent soudain à s'intéresser avec ardeur à leur coupe de punch ou au motif du tapis. À travers le liquide amniotique, j'entendais le tic-tac régulier de la pendule, marquant chaque seconde douloureusement longue. Papa s'était rapproché, planant hésitant près de l'entrée, les mains enfoncées dans ses poches, une manie nerveuse que je finirais par reconnaître des années plus tard. Caroline, ma future sœur, leva enfin les yeux de son téléphone, ses prunelles grandes d'anticipation devant le drame qui s'annonçait. C'est alors que Marguerite lâcha sa bombe, les mots qui résonneraient tout au long de mon enfance. « Tu penses pouvoir naître avant ta sœur ? » « Jamais. Le seul véritable petit enfant, c'est le sien. » Elle désigna du doigt Rachel, sa fille biologique, qui se tenait près de la cheminée, berçant son ventre déjà arrondi. Rachel devait accoucher 3 mois après moi, mais aux yeux de Marguerite, son bébé portait déjà une couronne. Le silence qui suivit fut absolu. Même le petit Tommy Mathieu cessa de jouer avec son ballon. La main de tante Sophie s'arrêta à mi-chemin vers sa bouche, son biscuit oublié. Je sentais le corps de maman se tendre, ses doigts pressant un peu plus fort contre son ventre où je flottais, tentant de comprendre ce qui se passait. Dans mon havre aquatique, j'observais Rachel poser sa main sur son propre ventre, un sourire satisfait effleurant ses lèvres. Elle prit une nouvelle gorgée de son cidre pétillant, non pas de vin comme je l'avais d'abord cru, tout en balayant du regard la pièce, comme pour défier quiconque de contester la déclaration de sa mère. Oncle Michel, habituellement médiateur familial, dégagna sa gorge. « Eh bien, Marguerite, commença-t-il, mais elle l'interrompit d'un geste vif de la main parfaitement manucurée. L'anneau émeraude qui ornait son doigt, celui de Mamie Ruth, qu'elle avait arraché lors du drame testamentaire, capta la lumière et projeta des ombres verdâtres sur le mur. « Ne me dis pas, eh bien, Marguerite, Michel, répliqua-t-elle sèchement. Nous savons tous comment cela s'est passé. Hélène et Thomas, avoir accueilli un bébé pendant que Rachel peinait à concevoir. C'est une tentative délibérée de voler la vedette, d'éclipser l'instant de ma fille. Sa voix ruisselait d'années de griefs accumulés et de rançéures soigneusement entretenues. Je sentais le souffle de maman se suspendre, et grâce à un lien inexplicable, je comprenais sa douleur. Il ne s'agissait pas seulement de moi ou du bébé de Rachel, c'était l'aboutissement de décennies d'histoire familiale, l'emprise de Marguerite sur ce qu'elle considérait comme sa place légitime de matriarche.
Chaque fête, chaque célébration, chaque réunion familiale avait été teintée de son besoin de contrôler le récit. Le buffet de cadeaux restait à peu près vide, autre témoignage silencieux des véritables sentiments de la famille vis-à-vis de cette célébration. Quelques présents symboliques trônaient là, une grenouillère jaune offerte par le groupe paroissial, une carte cadeau insérée dans une carte anodine signée par les voisins, et une couverture tricotée main par Mamie Ruth, étrangement semblable à celle qu'elle avait donnée à chaque bébé de la famille. Je ressentais chaque fluctuation dans les émotions de maman, alors qu'elle arpentait la pièce en tentant de préserver l'illusion d'une fête joyeuse. Ses mains se portaient sans cesse sur son ventre sur moi comme en quête de réconfort. Chaque fois qu'un invité évoquait la date prévue ou faisait une remarque sur la chambre de bébé, je sentais sa tension monter, semblable à la marée. La lumière de l'après-midi se faisait plus faible, projetant de longues ombres sur le parquet ciré. La pendule sonna 4 heures, et chaque coup semblait accentuer le poids des non-dits qui envahissaient la pièce. Je remarquais que les convives jetaient de fréquents coups d'œil à leur montre, prétextant des réunions tôt le lendemain ou de longs trajets de retour. Au milieu de tout cela, je restais suspendu dans mon océan privé, absorbant chaque subtilité de cette réunion censée me célébrer. Avant même d'avoir pris mon premier souffle, je comprenais que j'étais destiné à naître dans un réseau de relations si complexe qu'il me faudrait des années pour l'en défaire. Chaque rire fin, chaque commentaire murmuré, chaque silence lourd m'enseignait ce qu'était le monde dans lequel j'allais bientôt entrer. Lorsque la fête commença à se calmer, je sentis le mouvement familier de maman s'installer dans son fauteuil favori, sa main se posant avec douceur sur son ventre. Les derniers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux de dentelle, dessinant sur le sol des motifs évoquant des barreaux de prison. À cet instant précis, je savais que mon arrivée allait soit panser ces vieilles blessures, soit les aggraver irrémédiablement. Le poids de cette responsabilité s'abattait sur moi comme les murs de ma demeure temporaire, et je me demandais si quelqu'un d'autre dans la pièce pouvait ressentir l'importance de ce qui allait se dérouler. La tension atteignit son paroxysme lorsque Marguerite, ma mère adoptive, fit son entrée. Elle n'avait pas pris la peine d'enlever son manteau de créateur, signe évident qu'elle ne comptait pas rester longtemps. Le bruit de ses talons sur le parquet résonnait comme un conte à rebours, et les conversations s'arrêtèrent net dès qu'elle s'approcha de l'endroit où maman était installée. Je pouvais sentir le cœur de maman battre à tout rompre, ses mains se portant instinctivement sur moi pour me protéger. La température de la pièce sembla chuter de plusieurs degrés lorsque Marguerite scruta l'assemblée d'un regard capable de geler l'Atlantique. Ses cheveux gris, impeccablement coiffés, et ses boucles d'oreilles en perles de grande valeur ne pouvaient masquer l'amertume qui marquait son visage bien au-delà de ses 55 ans. « Hélène », s'adressa-t-elle à maman d'une voix acérée, « je vois que tu as réussi à rassembler une sacrée équipe. » Ses lèvres se plissèrent en ce qui aurait pu être un sourire pour quelqu'un d'autre, mais sur elle, cela ressemblait à une blessure béante. Les membres de la famille les plus proches se mirent subitement à fixer leur attention sur leur verre de punch ou sur le motif du tapis. À travers le liquide amniotique, j'entendais le tic-tac implacable de la pendule, marquant chaque seconde douloureuse. Papa s'était rapproché, hésitant près de l'entrée, les mains enfoncées dans ses poches, une manie nerveuse que je finirais par reconnaître des années plus tard. Caroline, ma future sœur, leva enfin les yeux de son téléphone, ses prunelles grandes d'anticipation devant le drame imminent. C'est alors que Marguerite lâcha sa bombe, des mots qui résonneraient durant toute mon enfance. « Tu penses pouvoir naître avant ta sœur ? » ? Jamais. Le seul véritable petit enfant, c'est le sien. Elle désigna de la main Rachel, sa fille biologique, qui se tenait près de la cheminée en berçant son ventre déjà arrondi. Rachel devait accoucher 3 mois après moi, mais aux yeux de Marguerite, son bébé portait déjà la couronne. Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Même le petit Tommy Mathieu cessa de jouer avec son ballon. La main de tante Sophie se figea en suspens, le biscuit oublié. Je sentais le corps de maman se raidir, ses doigts pressant un peu plus fort contre son ventre où je flottais, tentant de saisir l'ampleur de ce qui se déroulait. Dans mon refuge liquide, j'observais Rachel poser sa main sur son propre ventre, un sourire satisfait éclairant ses traits. Elle prit une nouvelle gorgée de son cidre pétillant, non pas du vin comme je l'avais initialement cru, tout en balayant la pièce du regard, défiant quiconque de contester la déclaration de sa mère. Oncle Michel, habituellement le pacificateur familial, dégagea un léger raclement de gorge. « Bon, Marguerite » entama-t-il, mais elle l'interrompit d'un geste vif de la main manucurée.
L'anneau émeraude ornant son doigt, celui de Mamie Ruth, qu'elle avait arraché lors du conflit sur le testament, capta la lumière et dispersa des ombres vertes sur le mur. « Et ne me dis pas bon, Marguerite, Michel, répliqua-t-elle d'un ton glacial. Et nous savons tous comment cela s'est passé. Hélène et Thomas, accueillant un bébé pendant que Rachel peinait à concevoir. C'est une tentative calculée de détourner l'attention, d'éclipser le moment de ma fille. » Sa voix coulait, alourdie par des années d'amertume et de rancœur soigneusement entretenues. Je sentais le souffle de maman se suspendre, et par un lien mystérieux, je comprenais sa douleur. Il n'était pas seulement question de moi ou du bébé de Rachel, c'était l'aboutissement de décennies d'histoire familiale, l'emprise de Marguerite sur ce qu'elle considérait comme son droit légitime de matriarche. Chaque fête, chaque célébration, chaque réunion avait été teintée par son besoin de contrôler le récit. Marthe, toujours en quête de réconciliation, s'avança avec son plateau de mimosa désormais oublié. « Nous sommes tous de la même famille », déclara-t-elle d'une voix douce, mais ses mots se perdirent dans le regard glacial de Marguerite. « Famille », ricana Marguerite, son rire tranchant comme une lame. « Laissez-moi vous parler de la famille. La famille, c'est le sang. La famille, c'est la tradition. La famille, ce n'est pas ramasser des orphelins et prétendre qu'ils ont leur place à la table. » Elle fixa intensément le ventre de maman sur moi et je ressentis toute la force de son rejet transpercer la fine membrane qui me protégeait. Papa finit par prendre la parole. « Ça suffit, Marguerite, déclara-t-il en se levant pour s'asseoir près de maman. Sa main se posa sur son épaule, et je pouvais percevoir le léger tremblement de ses doigts à travers le corps de maman. Ceci est censé être une fête. Oh, oui, célébrons, rétorqua Marguerite avec une pointe de sarcasme. Célébrons vos faux-semblants, cette illusion de normalité. Que elle désigna d'un geste le ventre de maman, soit équivalent à un véritable petit enfant. Rachel porte en elle le sang de notre famille depuis des générations. Son bébé sera un Peterson dans l'âme. Mais celui-ci sera toujours un étranger. Je sentis alors en moi quelque chose se transformer, un mélange étrange de douleur et de défi. Avant même d'avoir des poumons pour respirer ou une voix pour parler, j'avais envie de contester ces paroles. À travers le liquide qui m'entourait, je percevais le malaise des autres membres de la famille, leur silencieuse réprobation face à la cruauté de Marguerite, mais aussi leur incapacité à lui tenir tête. Le fauteuil roulant de Mamie Ruth grinça lorsque celle-ci se leva enfin de son coin. Sa voix, bien que tremblante avec l'âge, portait l'autorité que Marguerite ne pouvait ignorer. « Chaque enfant est une bénédiction », déclara-t-elle simplement, mais le regard qu'elle lança à Marguerite en disait long sur des années de déception face à ce que sa fille était devenue. La pièce retint son souffle. Le visage de Marguerite s'enflamma, puis pâlit. Pendant un bref instant, je crus qu'elle allait s'excuser, mais au lieu de cela, elle redressa son dos rigide et se dirigea vers la porte. « Eh bien, je vois où se trouvent les allégeances », annonça-t-elle d'une voix qui résonnait dans la pièce. « Rachel, nous partons. Je ne resterai pas là où l'héritage de notre famille n'a aucune valeur. » Rachel s'apprêta à suivre sa mère, mais non sans jeter un regard triomphant en notre direction. Le claquement de leurs talons sur les marches du porche retentit tel des détonations, et le bruit de la portière de la voiture de Marguerite fit vibrer les vitres. Tandis que leur BMW quittait l'allée, je sentis le corps de maman se secouer sous l'effet de l'émotion contenue. Peu après, les autres invités commencèrent à prendre congé, murmurant des adieux maladroits et évitant tout contact visuel. Seules Marthe et Mamie Ruth restèrent, Marthe nettoyant en silence tandis que Mamie Ruth tenait la main de maman, offrant le réconfort discret de celle qui avait déjà affronté bien des tempêtes. Au milieu de tout cela, je demeurais dans mon havre flottant, marqué dès le départ par le rejet mais étrangement renforcé par l'épreuve. Je ne comprenais pas encore que les mots de Marguerite allaient façonner mes premières années, mais je sentais déjà naître en moi une détermination, le besoin de prouver que la famille ne se résume pas à du sang, que l'amour ne se mesure pas par l'ADN ou par la tradition. L'issue dramatique du départ de Marguerite laissa la pièce en émoi, non pas physiquement, mais émotionnellement. Maman resta figée dans son fauteuil, ses doigts tremblants contre son ventre contre moi lorsque Marguerite fit soudain volte-face en franchissant à nouveau la porte d'entrée. Elle avait dû oublier quelque chose, ou peut-être n'avait-elle pas encore fini d'infliger sa douleur.
Ce qui se produisit ensuite allait à jamais changer le cours de nos vies. Marguerite traversa la pièce d'un pas déterminé, la main levée comme pour accentuer un nouveau geste théâtral. Mais au lieu de lancer d'autres mots acerbes, elle fit l'impensable, elle posa sa main avec force sur le ventre de maman, précisément là où je flottais. Ce contact fut comme une décharge électrique traversant tout mon être, envoyant des vagues de douleur à travers ma petite existence. Cet enfant, sifflait-elle, ses doigts appuyant de plus en plus fort, ne sera jamais à la hauteur du bébé de Rachel. Jamais. La douleur fut immédiate et intense, semblable à une tempête violente qui m'emportait, me secouant dans mon havre autrefois paisible. Au milieu de l'agonie, j'entendis le cri surpris de maman et l'exclamation de papa. La pièce sombra dans le chaos, mais tout paraissait lointain face à la sensation de brûlure qui m'envahissait. Marthe laissa tomber son chiffon et se précipita, en criant « Marguerite, arrête. Tu lui fais mal. » Mais la main de Marguerite resta en place, ses bagues coûteuses enfonçant leur empreinte dans la chair de maman à travers sa robe en coton. Je pouvais ressentir chaque pression, chaque intention cruelle derrière ce geste. La pendule sonna 5 heures, chaque coup résonnant dans mon monde de plus en plus vacillant. Chaque son semblait intensifier la douleur, contractant et tordant ma petite forme. Je pouvais sentir le pouls rapide de maman, sa peur se mêlant à ma propre détresse. Ce sanctuaire de son ventre s'était soudain transformé en champ de bataille. À travers la douleur, j'entendis la silhouette de Rachel se tenir dans l'embrasure de la porte, observant la scène avec un verre de cidre pétillant toujours à la main. Elle ne fit aucun geste pour arrêter sa mère, se contentant de siroter lentement, comme si elle regardait une émission de télévision divertissante. Le contraste entre sa grossesse paisible et mon calvaire était tel qu'il transperçait mon âme. « Quelqu'un appelle le 15 », perçut la voix paniquée de tante Sophie, d'ordinaire si posée, se briser sous l'émotion. La pièce se mit à tournoyer dans un chaos grandissant. Oncle Michel tâtonnait avec son téléphone, le petit Tommy Mathieu sanglotait dans un coin, et Mamie Ruth, malgré son arthrite, avançait avec détermination en fauteuil roulant. Puis, la douleur changea, devenant plus rythmée, plus concentrée. Avec une terreur grandissante, je réalisai que ces spasmes n'étaient pas seulement des convulsions de détresse, ce n'étaient que des contractions. Les actions de Marguerite avaient déclenché un travail prématuré. Je n'étais pas prêt, il n'était pas encore temps. Il me restait 3 mois de croissance, 3 mois pour me préparer à ce monde. Mais mon havre de sécurité me trahissait, essayant de me précipiter dans un univers qui semblait déjà résolu à me rejeter. Papa finit par arracher Marguerite, son tempérament habituellement doux cédant la place à une protectivité féroce jamais vue auparavant. Dehors, tonna-t-il d'une voix si étrangère à sa nature habituelle que même Marguerite recula d'un pas, sortait de notre maison, et ne revenait jamais. Mais le mal était fait. Le corps de maman se rebellait, tentant de nous protéger en m'expulsant prématurément. Chaque contraction était comme le serrage d'un poing gigantesque, ma petite forme luttant contre des forces incompréhensibles. Au milieu de la douleur, j'entendis le hurlement des sirènes se rapprocher, leur appel urgent en cadence avec ma détresse. Les ambulanciers arrivèrent dans un tourbillon d'activités et de voix pressées. Leurs mains étaient à la fois douces et fermes en aidant maman à s'installer sur la civière, leur voix calme malgré l'urgence de la situation. Je ressentis chaque secousse tandis qu'ils la conduisaient vers l'ambulance, chaque chaos envoyant de nouvelles vagues de douleur dans mon monde fragile. Le rire de Rachel nous accompagna à la sortie, un son si désinvolte, si indifférent, qu'il coupait à travers la douleur physique. Elle resta sur le perron, une main posée avec protection sur son propre ventre, observant la scène comme si c'était une simple intrigue de série télévisée. Le contraste entre sa grossesse sereine et mon expérience traumatisante était tel qu'il transperçait mon être. Le trajet en ambulance fut une symphonie de bips de moniteurs et d'appels radio urgents. La peur de maman pulsait dans son corps et se diffusait en moi, tandis que ses larmes tombaient silencieusement, priant pour ma sécurité. Papa tenait fermement sa main, son effroi perceptible dans la manière dont il serrait ses doigts. Et malgré tout, les contractions continuaient leur assaut implacable sur ma fragilité. À l'hôpital, les médecins se déployaient avec une urgence maîtrisée. Des termes comme « travail prématuré » et « souffrance fœtale » flottaient dans l'air. Ils administrèrent à maman des médicaments pour tenter de freiner les contractions, leur voix professionnelle teintée d'inquiétude. Je luttais contre la douleur,
contre la pression, essayant de m'accrocher encore un peu à mon monde à queue. Les heures s'écoulèrent dans un flou de douleur et de peur. Peu à peu, les médicaments prirent effet, les contractions relâchant leur emprise de fer sur mon univers. Mais la blessure de mon sentiment de sécurité était déjà faite. Mon sanctuaire autrefois paisible semblait désormais vulnérable, exposé. Chaque petit mouvement, chaque bruit provenant de l'extérieur me faisait sursauter, dans l'attente de nouvelles souffrances. Au cours de cette nuit interminable dans le service maternité, j'entendis des murmures autour du lit de maman. Les médecins parlaient de repos au lit, de rester calme, d'éviter le stress, chose difficile quand les mots de Marguerite résonnaient encore dans nos esprits, et que la mémoire de sa caresse cruelle brûlait encore sur la peau de maman sur mon monde. J'entendis papa au téléphone dans le couloir, sa voix tremblante d'une colère à peine contenue tandis qu'il parlait à oncle Michel. Non, elle ne va pas porter plainte, mais je te jure, si Marguerite s'approche de nouveau d'Hélène ou du bébé. La menace resta en suspens, son sens était limpide. Quelque chose d'essentiel avait changé dans la dynamique de notre famille, une ligne avait été franchie et ne pourrait jamais être repassée. Lorsque l'aube commença à poindre, je flottais dans mon monde désormais plus silencieux, encore parfois secoué par des douleurs fantômes. Le danger physique s'était évanoui, mais je savais que ce n'était que le commencement. J'avais été marqué par la violence avant même de prendre mon premier souffle, ciblé par la haine avant d'avoir eu la chance de prouver ma valeur. Pourtant, dans le sillage de ce traumatisme, une force nouvelle se formait en moi, la détermination de survivre, de m'épanouir, malgré les forces qui semblaient conspirer contre moi. La chambre d'hôpital s'était imprégnée d'un calme précaire, interrompu uniquement par le bipement régulier des moniteurs et quelques sanglots étouffés de maman. Papa s'était assoupi sur la chaise inconfortable des visiteurs, sa main toujours posée, bien que faiblement, sur celle de maman. Les premiers rayons du jour se frayaient un chemin à travers les stores lorsque, d'une voix profonde et autoritaire, retentit dans la pièce. « Qu'avez-vous fait à ma fille, Marguerite ?» La voix venait de l'embrasure de la porte, et malgré mon état fragile, je sentais son pouvoir se répandre dans le liquide amniotique telle une onde de choc. Tous se réveillèrent en sursaut, et je sentis le moniteur de maman s'emballer. Là, dans l'encadrement de la porte, se tenait grand-père Jacques, le père de Marguerite et l'absent patriarche de la famille Peterson depuis de nombreuses années. On ne l'avait pas vu lors d'une réunion familiale depuis plus de 5 ans, pas depuis le fameux dîner de Noël où il avait quitté les lieux après une vive altercation avec Marguerite au sujet de son traitement de la famille. Certains disaient qu'il s'était retiré dans son chalet en Bretagne, d'autres murmuraient qu'il parcourait le monde. Mais le voilà, ses cheveux argentés soigneusement peignés malgré leur matinale, ses yeux gris acier balayant chaque détail de la scène devant lui. Derrière lui, Marthe se tenait, ayant manifestement été l'intermédiaire qu'il avait appelé, les mains tremblantes dans son cardigan. Le silence qui suivit sa question fut assourdissant. Même les machines de l'hôpital semblèrent s'apaiser en sa présence. Je sentis maman se repositionner légèrement dans son lit, sa main se déplaçant instinctivement pour me protéger. Papa se leva, s'apprêtant à parler, mais grand-père Jacques leva la main pour l'en empêcher. « J'ai tout entendu », poursuivit-il d'une voix grave, portant le poids de décennies d'autorité. À propos de la fête prénatale, du comportement de Marguerite, de tout cela. Il désigna du geste la pièce qui nous entourait. Je croyais l'avoir élevée mieux que ça. À travers ma bulle flottante, je percevais un changement d'énergie dans la pièce. Ce n'était pas simplement une visite inopinée, c'était l'arrivée de quelqu'un capable de tout bouleverser. Je sentais la tension de maman se relâcher légèrement, comme si la présence de grand-père Jacques offrait une protection rassurante. Elle est allée trop loin cette fois, intervint Marthe d'une voix désormais assurée. Jacques, vous auriez dû voir ce qu'elle a dit à propos du bébé, ce qu'elle a fait à Hélène. Sa voix se brisa sous l'émotion, et je me rappelai qu'elle avait tenté d'intervenir lors de l'attaque de Marguerite. Grand-père Jacques s'avança davantage dans la pièce, s'asseyant sur une chaise près du lit de maman. Malgré sa stature imposante, ses gestes étaient empreints de douceur, attentifs à ne pas déranger les équipements médicaux qui nous entouraient. « Hélène, dit-il doucement, je veux que tu me racontes tout. Depuis le début. » Et maman se mit à raconter. Sa voix tremblait d'abord, puis gagna en force, détaillant le processus d'adoption, la réaction de Marguerite lorsqu'elle apprit que j'étais prévue avant le bébé de Rachel, et l'escalade de la tension qui avait finalement explosé lors de la fête prénatale.
Chaque émotion de ces mots semblait traverser son corps pour atteindre le mien. Lorsque maman eut fini, grand-père Jacques affirma d'un ton sombre, « La famille Peterson a toujours représenté bien plus que du simple sang. Ma propre mère, votre grand-mère, Hélène fut adoptée. Marguerite le sait. Elle a grandi avec cette histoire. » Cette révélation fit l'effet d'un électrochoc dans la pièce. Papa se redressa, et je sentis la surprise de maman se diffuser dans tout son être. Même moi, flottant dans mon sanctuaire protecteur, compris l'importance de cette part d'histoire familiale longtemps enfouie sous les faux-semblants de Marguerite à propos du véritable sang familial. J'ai commis des erreurs, continua grand-père Jacques d'une voix chargée de regret. J'ai laissé passer trop longtemps le comportement de Marguerite. Je pensais qu'en me retirant, elle finirait par se remettre en question, par changer. Au lieu de cela, il désigna à nouveau notre environnement, les moniteurs toujours en alerte sur mon pouce stressé. La lumière du matin s'intensifiait, dessinant sur le sol de l'hôpital des motifs mouvants, au gré des nuages passant au-dessus. Une infirmière entra pour contrôler les signes vitaux de maman, ses pas résonnant à travers son corps, rappelant à chacun combien nous étions intimement liés, chaque geste affectant l'autre de manière imprévisible. « Que allez-vous faire » demanda Marthe, posant la question qui flottait dans l'air. Grand-père Jacques se leva, sa stature imposante rétrécissant la pièce. « Et d'abord, je vais m'assurer que Hélène et le bébé soient en sécurité. J'ai déjà parlé avec la sécurité de l'hôpital. Marguerite ne sera plus autorisée sur ce service. » Sa voix se durcit. Ensuite, je vais enfin avoir une conversation longtemps retardée avec ma fille. Le poids de ces mots s'installa dans la pièce tel un bouclier protecteur. Pour la première fois depuis l'attaque de Marguerite, je sentis la tension de maman se relâcher véritablement. La peur constante qui pulsait dans ses veines, affectant chacun de nous, commençait à s'estomper. « Mais ce n'est pas tout », ajouta grand-père Jacques en fouillant dans la poche de sa veste. Il en sortit une vieille enveloppe, le papier jauni par le temps. « Voici les actes d'adoption de ma mère, votre arrière-grand-mère. » Accompagnée d'une lettre qu'elle avait écrite, destinée à être transmise de génération en génération. Marguerite n'a jamais vu cela. Je pense qu'il est temps que tout le monde en prenne connaissance. À mesure qu'il lisait la lettre à haute voix, sa voix grave emplissait l'hôpital de mots d'amour, d'acceptation et de la véritable signification de la famille, et je sentais en moi un changement. La douleur de l'attaque de Marguerite persistait, la mémoire de sa cruauté restait vive, mais une autre force se faisait jour, un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que la vision étroite de Marguerite sur la famille. À travers les murs de mon refuge liquide, j'écoutais les paroles de mon arrière-grand-mère sur la manière dont l'amour forge la famille bien mieux que ne le ferait le sang. Chaque mot semblait me renforcer, guérir une blessure causée par le rejet de Marguerite. La voix qui avait secoué la pièce avec autorité était désormais douce, transmettant espoir et acceptation de génération en génération. Lorsque grand-père Jacques eut terminé sa lecture, je sentis à nouveau les larmes de maman couler, mais ces larmes étaient différentes, celles du soulagement, de la reconnaissance, de la compréhension enfin partagée qu'elle n'était pas seule dans son combat pour m'intégrer à cette famille. L'ombre du mépris qui nous hantait se retirait devant une force plus puissante, la lumière de la vérité, de l'amour, de liens familiaux authentiques qui transcendaient le sang. Après 5 jours passés dans le service maternité, où les bips incessants des moniteurs étaient devenus notre compagnon, les médecins autorisèrent enfin maman à rentrer chez nous. Les médicaments avaient réussi à stopper les contractions, et je continuais en toute sécurité à grandir dans mon sanctuaire liquide. Le docteur Anderson, chef obstétricien qui nous surveillait depuis l'incident, réalisa une dernière échographie avant notre sortie. « Tout semble parfait », déclara-t-elle en pointant le rythme fort de mon cœur sur l'écran. Ce petit combattant est vraiment tenace. Mais nous ne rentrions pas seulement chez nous, nous franchissions les portes d'un monde qui avait radicalement changé durant notre séjour à l'hôpital. La famille que nous connaissions s'était métamorphosée, tel un papillon émergeant de sa chrysalide, en quelque chose de nouveau et d'inattendu. La transformation avait débuté avec l'arrivée de grand-père Jacques, mais s'était répandue comme des ondulations dans un étang, touchant et modifiant chaque être. Pendant notre séjour, grand-père Jacques fut d'une activité extraordinaire. Il coordonna avec Jeanne Mathieu la mise en place de soins infirmiers à domicile pour maman durant les semaines à venir. Jeanne, dont les compétences d'infirmière avaient été jadis rejetées par Marguerite comme inadaptées,
pour un Peterson, devint désormais un atout précieux pour notre famille. Elle organisa une rotation de ses collègues les plus fiables, veillant à ce que maman reçoive des soins professionnels 24 heures sur 24 durant la première semaine, puis des visites régulières lors de sa convalescence. La transformation de la famille ne se limita pas aux soins médicaux. L'oncle Michel et ses fils, Jason et Tom, consacrèrent 3 jours entiers à rénover la chambre d'amis du rez-de-chaussée pour en faire une chambre temporaire pour maman. Ils déplacèrent les meubles, installèrent des barres d'appui dans la salle de bain attenante et même ajoutèrent un petit réfrigérateur pour que maman n'ait pas à monter d'étage pour aller chercher ses collations et son eau. Les garçons, qui avaient été autrefois distants à cause de l'influence de Marguerite sur leur mère, venaient désormais chaque jour après l'école pour demander si nous avions besoin de quoi que ce soit. Le trajet de retour de l'hôpital fut silencieux, mais d'un calme apaisant, empli de promesses plutôt que de tensions. À travers les couches de chair et de liquide qui me protégeaient, je pouvais sentir la main de maman posée sur son ventre sur moi tandis que papa négociait chaque virage avec soin. Les feuilles d'automne tombaient plus régulièrement, formant un tapis doré et rouge le long de notre rue. L'air d'octobre avait repris sa fraîcheur, et à travers les sens de maman, je pouvais presque goûter ce changement de saison. En arrivant dans l'allée, la transformation de notre maison me coupait le souffle ou l'aurait fait, si j'avais respiré l'air au lieu de flotter dans le liquide amniotique. Le porche, théâtre de tant de drames lors de la fête prénatale, avait subi une métamorphose totale. L'oncle Michel et ses garçons n'avaient pas seulement repeint la façade en un chaleureux crème doré, ils avaient remplacé les planches usées, réparé la rambarde branlante et ajouté des moulures blanches qui conféraient à la maison un air de fraîcheur et d'accueil. Tante Sophie, qui avait toujours eu un œil pour le design malgré avoir été souvent réprimandée par les goûts traditionnels de Marguerite, supervisa la décoration de l'espace extérieur. Les vieux meubles en osier furent remplacés par des chaises modernes confortables, munies de coussins épais et résistants aux intempéries aux teintes douces de bleu et de vert. Des pots de chrysanthèmes aux nuances bordeaux et or ajoutaient des touches de couleur, tandis que de nouvelles jardinières suspendues attendaient d'être remplies pour le printemps. Des lanternes solaires alignées sur les marches promettaient d'éclairer la soirée d'une lueur chaleureuse. À l'intérieur, les changements étaient encore plus saisissants. Le salon avait été entièrement repensé, les meubles réarrangés pour créer un espace convivial centré autour du fauteuil préféré de maman, celui qu'elle avait hérité de sa propre grand-mère. Les murs, nus depuis la dernière visite de Marguerite qui avait critiqué le choix des photos familiales, racontaient désormais une autre histoire. La famille avait uni ses forces pour créer ce que tante Sophie appelait le « mur de l'héritage ». Au centre, trônait une grande photographie en noir et blanc de l'arrière-grand-mère Peterson, le jour de son adoption en 1932. Elle se tenait entre ses nouveaux parents, le sourire radieux malgré la grande dépression qui faisait rage autour d'eux. La photo avait été restaurée et agrandie par des professionnels, et en dessous, une copie encadrée de ses documents d'adoption, ceux que grand-père Jacques avait partagés à l'hôpital. Autour de cette image centrale s'étalait une collection soigneusement choisie de photographies relatant l'évolution authentique de notre famille. On y voyait Émilie, la sœur disparue de Marguerite, entourée d'enfants du quartier lors d'un pique-nique communautaire en 1975. Ses yeux bienveillants et son sourire sincère semblaient accueillir quiconque posait le regard sur la photo. À côté, trônaient des clichés que Marguerite avait jadis bannis des expositions familiales, tante Sophie et Tommy lors de sa journée d'adoption, oncle Pierre et Jessica. Célébrant leur mariage multiculturel, le dîner de Thanksgiving de la cousine Brigitte où se mêlaient traditions de 3 cultures sur une table joyeuse. Marthe, toujours organisée, avait transformé la cuisine en véritable centre de coordination et de soutien. Le réfrigérateur regorgeait de plats surgelés préparés par divers membres de la famille, chaque contenant minutieusement étiqueté avec des instructions de réchauffage et des messages d'encouragement. Un grand tableau magnétique recouvrait un mur entier, codé en couleurs pour indiquer qui viendrait chaque jour. Le planning s'étendait sur des semaines, incluant non seulement des membres de la famille mais aussi des paroissiens et des voisins qui, autrefois, se tenaient à l'écart sous l'influence de Marguerite. Sur l'îlot central, trônaient 3 grands classeurs confectionnés par Marthe. Le premier renfermait des informations médicales, les plannings de médication de maman et des numéros de téléphone essentiels. Le second contenait tout ce qui concernait la préparation du bébé, avec des listes d'articles indispensables et des exercices doux que maman pouvait pratiquer en alitement. Le troisième, qui faisait monter les larmes aux yeux de maman, rassemblait des lettres et des cartes de membres de la famille,
chacun y partageant ses espoirs et ses rêves pour le nouveau-né pour moi. Lorsque maman s'installa dans sa nouvelle chambre, je sentis pour la première fois en plusieurs jours son corps véritablement se détendre. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers de nouveaux rideaux, œuvre de Mamie Ruth dessinant sur le mur des motifs qui semblaient danser avec promesse. La pièce avait été peinte d'un vert sauge doux, couleur que Mamie Ruth disait avoir toujours plu à Émilie. C'est la couleur du renouveau, lui avait-elle confié. Celle de l'espoir. Papa apporta une tasse de tisane à la camomille et s'installa au bord du lit, sa main se joignant naturellement à celle de maman. La bague de promesse argentée qu'il lui avait offerte au moment où ils décidèrent d'adopter celle que Marguerite avait méprisée en la qualifiant de « fausse », bague de fiançailles capta la lumière et dispersa de minuscules arcs-en-ciel sur la couette. « Hélène, murmura-t-il doucement, j'ai trouvé quelque chose pendant que tu étais à l'hôpital. » Il sortit un vieux journal, sa couverture en cuir usée par le temps. Il se trouvait dans l'une des boîtes que grand-père Jacques avait apportées. Il appartenait à Émilie. Maman se redressa, et je sentis sa curiosité se mêler à la mienne. À travers mon monde protégé, j'écoutais papa lire les mots d'Émilie, écrits il y a des décennies mais d'une pertinence troublante pour notre situation. La famille est comme un jardin, avait écrit Émilie dans une entrée datée du printemps 1975. On ne peut contrôler la direction dans laquelle poussent les fleurs, ni les couleurs qu'elles prendront. On ne peut fournir que le sol, l'eau, la lumière, l'amour dont elles ont besoin pour s'épanouir. Parfois, les plus belles floraisons naissent de graines que l'on n'a même pas semées, portées par le vent du hasard et de la bénédiction. Marguerite se préoccupe tant de maintenir le jardin exactement comme il a toujours été, mais elle oublie que les jardins les plus magiques sont sauvages et libres, pleins de beautés inattendues et d'associations surprenantes que personne n'aurait pu planifier. Tandis que papa lisait, je sentais les larmes de maman tomber, non pas des larmes de tristesse cette fois, mais celles de la reconnaissance, de l'espoir. Les mots flottaient dans l'air, nous enveloppant comme une tendre étreinte. Ce furent des mots que Marguerite avait rejetés, mais que le reste de la famille était enfin prêt à accueillir. Les semaines qui suivirent virent l'arrivée continue de visiteurs, chacun apportant sa pierre à l'édifice du nouveau récit que nous construisions. Tante Sophie amenait Tommy plusieurs fois par semaine, et ensemble ils commençaient à planifier un jardin de papillons pour le jardin. Les papillons symbolisent la transformation, expliquait-elle à maman. Ils nous rappellent que le changement, même quand il semble impossible, est naturel et magnifique. Oncle Michel consacrait ses week-ends à réparer tout ce qui avait été négligé dans la maison. Il remplaçait la marche grinçante de l'escalier arrière, installait de nouvelles fenêtres à haute efficacité énergétique dans la chambre de bébé, et construisait une étagère sur mesure qui épousait le coin de ce qui serait ma future chambre. Son soutien discret en disait long sur la nouvelle dynamique familiale. Jeanne Mathieu, désormais présence régulière dans notre foyer, apportait non seulement son expertise médicale mais aussi son amitié. Elle racontait ses propres luttes face au jugement de Marguerite et comment elle s'était enfin libérée de son emprise. « C'est comme si je pouvais enfin respirer », confiait-elle un après-midi en prenant l'attention de maman. Nous pouvons toutes respirer. Même certains des amis les plus anciens de Marguerite commencèrent à prendre leur distance vis-à-vis de ses vues rigides et se rapprochèrent de notre camp familial. Madame Anderson, partenaire de bridge de Marguerite depuis 20 ans, apporta une courte pointe faite main et s'excusa en larmes de ne pas s'être manifestée plus tôt. J'ai vu combien elle a blessé tant de personnes, avoua-t-elle en étalant la courte pointe sur le lit de maman. Je me disais qu'il n'était pas de mon ressort d'intervenir, mais le silence ne fait qu'aider les tyrans. La courte pointe racontait sa propre histoire. Chaque carré avait été réalisé par un membre ou un ami de la famille, incluant plusieurs morceaux de tissu provenant des vieilles robes d'Émilie que Mamie Ruth avait précieusement conservées. Elle symbolisait la manière dont notre famille se recomposait, plus forte et plus belle pour avoir affronté ses blessures. Au fil des jours, je continuais de grandir et de me développer dans mon sanctuaire protecteur, mais désormais, je ressentais autour de moi autre chose qu'une atmosphère de peur et de tension. L'excitation et la joie prenaient le dessus. L'obscurité qui menaçait de ternir mon arrivée avait été transformée en lumière, non pas en niant la douleur, mais en la confrontant, en la comprenant, et en choisissant un chemin différent. Grand-père Jacques devint une présence régulière dans notre maison, souvent assis avec maman le soir, partageant des histoires sur Émilie et sur l'adoption de sa propre mère. Sa voix profonde résonnait dans le corps de maman tandis qu'il racontait des anecdotes sur l'histoire familiale que Marguerite avait tant cherché à étouffer.
Il évoquait même comment la famille biologique de sa mère était revenue vers elle des années plus tard, non pas pour la réclamer, mais pour agrandir le cercle de l'amour. La famille, disait-il, n'est jamais un cercle fermé. C'est une spirale en expansion, se bonifiant à chaque nouvelle présence. Un après-midi particulièrement chargé de sens, Mamie Ruth apporta une boîte contenant les vieux vêtements de bébé d'Emily qu'elle avait conservés pendant des décennies. Tandis qu'elle et maman parcouraient ses habits, leurs mains effleurant le tissu doux et jauni, Mamie Ruth partageait des souvenirs des rêves d'Emily pour la famille. Elle disait toujours que l'amour se multiplie, qu'il ne se divise pas, se rappelait-elle en brandissant un petit pull jaune. Plus tu donnes, plus il y en a, chaque vêtement portait son lot de souvenirs, le petit bonnet bleu qu'Emily avait porté en revenant de l'hôpital, la robe de baptême que tous les bébés Peterson avaient portée depuis 1950, le cardigan tricoté main qu'Emily arborait sur sa dernière photo. Je ressentais la joie de maman lorsqu'elle tenait chaque petit vêtement, imaginant que je les porterais un jour. Ils n'étaient pas simplement des habits, ils étaient un lien avec le passé, un pont entre l'histoire d'amour de la famille et son futur d'acceptation. Mamie Ruth les avait minutieusement lavés et conservés, comme si elle savait qu'ils seraient à nouveau nécessaires. Au fil des semaines, à mesure que la date d'accouchement approchait, je réalisais que la cruauté de Marguerite, malgré toute sa douleur, nous avait finalement offert un cadeau inattendu. Elle avait forcé la famille à affronter le poison qui avait poussé dans ses racines, à extirper les préjugés et la peur qui avaient été autorisés à se développer sans contrôle. À leur place, quelque chose de nouveau et de plus fort prenait racine, une famille unie non pas uniquement par le sang ou la tradition, mais par le choix et par l'amour. La transformation n'était pas sans coût. Marguerite et Rachel restèrent éloignées, leur absence aux réunions familiales rappelant ce qui se produit lorsque l'on choisit la haine plutôt que l'amour. Mais leurs ombres n'avaient plus le pouvoir d'assombrir nos jours. Au contraire, nous nous concentrions sur l'avenir, sur la construction d'une famille qui accueillerait tous ses membres, célébrerait les différences au lieu de les craindre, et comprendrait que l'amour n'est pas une ressource limitée à accumuler, mais un puits inépuisable qui se renforce à chaque nouvelle âme qui s'y puise. De ma position flottante, me sentant de jour en jour plus fort, je compris enfin que je ne faisais pas que survivre, je participais à une véritable révolution dans l'histoire de notre famille. Chaque coup de pied, chaque mouvement, chaque battement de cœur était une déclaration, j'avais ma place ici, non pas en dépit des circonstances de mon arrivée, mais grâce à l'amour qui m'avait choisi, protégé, en fin de compte, transformer la vision même de ce que signifiait être lié. Alors que je flottais dans mon océan privé, écoutant les allées et venues des membres de la famille, apportant nourriture, amour et soutien, je savais que mon histoire avait déjà commencé. Elle n'avait pas débuté avec le rejet de Marguerite ni avec la décision de maman et papa d'adopter. Elle avait commencé des générations auparavant, avec un autre enfant adopté qui avait appris que la famille se construisait avec amour, et non en se barricadant par la peur. J'étais simplement le dernier chapitre d'une histoire continue de transformation et de croissance, la preuve du pouvoir de l'amour à abattre des murs pour en ériger de nouveaux ponts. La chambre de bébé, désormais presque terminée, se tenait prête pour mon arrivée. Ses murs arboraient une fresque d'un jardin cadeau de tante Sophie où des papillons dansaient parmi des fleurs aux 1000 couleurs. Sur l'étagère construite par l'oncle Michel, le journal d'Émilie occupait une place d'honneur, ouvert à son passage sur le jardin, rappelant à quiconque entrait que les plus belles floraisons naissent souvent de graines inattendues. Au-dessus de mon berceau, un mobile fabriqué à partir de cristaux ayant appartenu autrefois à l'arrière-grand-mère Peterson captait la lumière, projetant des arcs-en-ciel dans la pièce, un rappel constant que la beauté se présente sous 1000 formes et que les liens familiaux les plus précieux se cultivent par le choix de les nourrir.